Saviez-vous que chaque seconde, environ 100 éclairs frappent la Terre? Ce chiffre stupéfiant se traduit par des millions de décharges électriques par jour. Les orages, avec leur fracas et leur lumière aveuglante, fascinent et terrifient l'humanité depuis des temps immémoriaux. La science moderne nous a permis de percer les secrets de ce spectacle naturel si puissant. Mais comment se forme exactement un éclair et qu'est-ce qui provoque un tel déploiement d'énergie? Pour comprendre cela, nous devons plonger dans la dynamique complexe des nuages d'orage, également appelés cumulonimbus. Ces nuages gigantesques se développent verticalement, atteignant parfois des hauteurs de plus de 15 km. Leur formation commence avec l'ascension de l'air chaud et humide depuis la surface terrestre. Cet air chaud est moins dense que l'air environnant, ce qui lui permet de s'élever constamment. Au fur et à mesure qu'il s'élève, la pression atmosphérique diminue et l'air se dilate, ce qui provoque son refroidissement. Lorsque la température de l'air atteint le point de rosée, la vapeur d'eau se condense en minuscules gouttelettes liquides ou cristaux de glace. Ce processus libère de la chaleur latente, ce qui, à son tour, favorise une plus grande ascension de l'air et la croissance du nuage. Au sein de ces nuages en croissance, des phénomènes cruciaux pour l'électrification se produisent. Les courants ascendants transportent les particules d'eau et de glace à travers le nuage à des vitesses étonnantes. Dans les régions les plus froides et les plus hautes du nuage, au-dessus de 0 degré Celsius, coexistent des cristaux de glace, des gouttelettes d'eau surfondue et de la grêle molle, appelée graupel. Les gouttelettes surfondues sont de l'eau liquide qui reste à l'état liquide à des températures inférieures à son point de congélation normal. C'est dans cet environnement que se produit la magie de la séparation des charges électriques. Les collisions constantes entre ces différentes particules sont le principal moteur de l'électrification. Lorsqu'un cristal de glace plus petit entre en collision avec une particule de graupel plus grande, des charges électriques sont échangées. Le graupel, étant plus gros et plus lourd, a tendance à acquérir une charge négative et à tomber vers la partie inférieure du nuage. Les cristaux de glace, plus légers, acquièrent généralement une charge positive et sont entraînés vers la partie supérieure du nuage par les courants ascendants. Ce processus crée une polarisation à l'intérieur du nuage, une région principalement positive dans la partie supérieure et une région négative dans la partie inférieure. Une petite zone positive s'accumule également à la base du nuage, près de la région négative principale. Ce champ électrique s'intensifie à mesure que la séparation des charges se poursuit. Lorsque la différence de potentiel électrique entre le nuage et le sol, ou entre différentes parties du nuage, devient suffisamment importante, l'air, qui est normalement un isolant, ne peut plus contenir la charge. À cet instant précis, une décharge électrique massive et spectaculaire se produit. Cette décharge est ce que nous appelons un éclair. Les éclairs sont classés en plusieurs types selon l'endroit où la décharge commence et se termine. Les plus courants sont les éclairs intranuages, qui se produisent entièrement à l'intérieur d'un même nuage. Ceux-ci représentent la grande majorité de toutes les décharges, souvent 70% ou plus. Il existe aussi les éclairs nuage à nuage, qui s'étendent entre deux nuages séparés. Par contre, les plus connus et les plus dangereux sont les éclairs nuage-sol. Ce sont ceux que nous voyons frapper directement la surface terrestre. La décharge d'un éclair nuage-sol n'est pas un événement unique, mais une série d'étapes complexes. Tout commence par un processus invisible à l'œil nu appelé traceur échelonné. Le traceur échelonné est une série d'impulsions électriques descendantes qui progressent à travers l'air ionisé en ramification. Il se déplace par étapes discrètes, chacune d'environ 50 mètres de long en une fraction de seconde. À mesure que ce traceur chargé négativement s'approche du sol, il induit une charge positive dans les objets du terrain. Les bâtiments hauts, les arbres, les poteaux électriques ou même les personnes développent une accumulation de charges positives. Depuis ces points élevés, une décharge ascendante est lancée, connue sous le nom de traceur ascendant ou streamer. Lorsque le traceur échelonné et un de ses traceurs ascendants se connectent, un canal conducteur s'établit entre le nuage et le sol. À ce moment se produit le phénomène le plus brillant et le plus puissant, le coup de retour. Le coup de retour est une décharge de courant électrique massive qui remonte rapidement à travers le canal ionisé. La vitesse de ce coup de retour peut atteindre jusqu'à 1/3 de la vitesse de la lumière. C'est cette phase qui produit l'intense luminosité que nous voyons comme un éclair. Fréquemment, après le premier coup de retour, plusieurs coups supplémentaires peuvent suivre. Cela se produit parce qu'un nouveau traceur, appelé traceur d'Aar, descend rapidement par le même canal ionisé sans se ramifier. Chaque traceur d'Aar génère un nouveau coup de retour, donnant l'impression que l'éclair clignote plusieurs fois. Les éclairs nuage-sol peuvent être de polarité négative ou positive. Les éclairs négatifs sont les plus courants, provenant de la base chargée négative du nuage. Les éclairs positifs sont moins fréquents, peut-être seulement 5 à 10% du total des éclairs nuage-sol.
Cependant, les éclairs positifs sont remarquablement plus puissants et dangereux. Ils proviennent de la partie supérieure du nuage, qui est chargée positivement, et peuvent voyager horizontalement sur des kilomètres avant de descendre au sol. Ces éclairs à ciel ouvert ou coups de foudre surprennent souvent les gens, car ils frappent des zones qui ne sont pas directement sous l'orage. L'énergie libérée dans un seul éclair est immense. Un éclair typique peut transporter des courants de 30 000 à 50 000 ampères. Certains éclairs exceptionnels peuvent dépasser les 200 000 ampères. La température du canal d'un éclair peut atteindre 30 000 degrés Celsius. C'est 5 fois plus chaud que la surface du Soleil. L'expansion soudaine et violente de l'air à cause de cette chaleur extrême est ce qui génère le tonnerre. Le tonnerre est le son que nous entendons après avoir vu l'éclair. La lumière voyage beaucoup plus vite que le son, 300 000 km par seconde contre 343 mètres par seconde dans l'air. Cette différence de vitesse nous permet de calculer la distance à laquelle est tombé un éclair. Il suffit de compter les secondes entre l'éclair et le tonnerre. Pour chaque 3 secondes qui s'écoulent, l'éclair est approximativement à 1 km de distance. Si vous entendez le tonnerre immédiatement après avoir vu l'éclair, cela signifie que l'impact était très proche. Les éclairs ne sont pas seulement spectaculaires, ils sont aussi des phénomènes naturels extrêmement dangereux. Chaque année, les éclairs causent plus de décès et de blessures que les ouragans et les tornades combinés dans de nombreux pays. Aux États-Unis, par exemple, les éclairs tuent en moyenne 20 personnes par an et en blessent des centaines. Cependant, le taux de mortalité dans d'autres régions, comme l'Inde ou le Congo, peut être significativement plus élevé, avec des milliers de victimes chaque année. Les victimes directes d'un éclair subissent des impacts dévastateurs. La décharge électrique peut provoquer un arrêt cardiaque, des brûlures sévères, des dommages neurologiques permanents et une kéraonoparalysie, une paralysie temporaire des membres. Sur la peau, le courant peut laisser des marques ramifiées temporaires connues sous le nom de figure de Lichtenberg. Mais toutes les blessures ne sont pas dues à un impact direct. L'éclair peut également causer des dommages indirects par des courants de terre. Lorsqu'un éclair frappe le sol, le courant se disperse radialement à travers la surface. Si une personne est debout avec les pieds séparés, le courant peut entrer par une jambe et sortir par l'autre, affectant le cœur et les organes vitaux. C'est un risque particulier pour les animaux de ferme qui ont une plus grande distance entre leurs pattes. Pourriez-vous nous expliquer comment les éclairs affectent également l'infrastructure et l'économie? Bien sûr, la foudre est responsable de dommages de plusieurs milliards de dollars chaque année. Les infrastructures électriques sont très vulnérables. Les impacts sur les transformateurs, les lignes de transmission et les sous-stations peuvent provoquer des pannes de courant généralisées, affectant des milliers, voire des millions de personnes. Le 29 avril 2015, un éclair a frappé une sous-station dans l'état de Paraíba au Brésil, privant d'électricité plus de 400 000 foyers. Les bâtiments, en particulier ceux sans protection adéquate, sont également susceptibles de subir des dommages structuraux et des incendies. Les systèmes électroniques et de communication sont particulièrement sensibles aux surtensions. Un éclair proche peut induire des courants et des tensions qui grillent les ordinateurs, les téléviseurs et les équipements de télécommunication. Dans le domaine de l'aviation, bien que les avions soient conçus pour résister aux impacts de la foudre, ces événements peuvent causer des dommages mineurs et des retards importants. Les avions agissent comme des cages de Faraday, redirigeant le courant autour de la cabine, protégeant ainsi les passagers. Cependant, les impacts peuvent endommager la surface de l'avion ou ses systèmes électroniques sensibles. Un exemple notoire est l'incident du vol 301 d'Aeroflot en 1982, où un éclair a frappé l'avion et causé des dommages importants, bien que l'avion ait pu atterrir. Au-delà des dangers directs, la foudre est une cause principale d'incendies de forêt. Les orages secs, où il y a des éclairs mais peu ou pas de pluie, sont particulièrement dangereux à cet égard. En 2020, la foudre a été responsable de plus de 60% des incendies de forêt en Californie, aux États-Unis. Ces incendies peuvent dévaster des écosystèmes, des propriétés et représentent une menace directe pour les vies humaines. Face à une telle puissance de la nature, l'humanité a développé des méthodes pour se protéger et atténuer les effets de la foudre. Le paratonnerre, inventé par Benjamin Franklin au XVIIIe siècle, est l'une des inventions les plus importantes pour la protection contre la foudre. Il consiste en une tige métallique pointue montée sur le top d'un bâtiment, reliée à la terre par un câble conducteur. Le paratonnerre provient d'un chemin serre et préférentiel pour la décharge électrique, canalisant le courant directement au sol sans endommager la structure. Les cages de Faraday sont un autre principe de protection fondamental. Un objet métallique fermé, comme une voiture ou un bâtiment avec une structure en acier, peut dévier le courant électrique par son extérieur, protégeant ainsi les personnes et le contenu à l'intérieur. C'est pourquoi il est plus sûr d'être à l'intérieur d'une voiture ou d'un bâtiment pendant un orage que sous un arbre.
Pourriez-vous nous détailler les mesures de sécurité personnelles à prendre pendant un orage? Bien sûr, la règle d'or est très simple. Dès que vous entendez le tonnerre, cherchez immédiatement refuge dans un endroit sûr. Un endroit sûr est un bâtiment solide ou un véhicule avec un toit métallique. Ne cherchez jamais refuge sous des arbres solitaires ou des structures ouvertes comme des belvédères. Évitez le contact avec l'eau, que ce soit en nageant, en vous baignant ou en faisant la vaisselle. L'eau est un excellent conducteur d'électricité. Éloignez-vous des fenêtres, des portes et des objets métalliques qui pourraient conduire l'électricité, comme les tuyaux ou les appareils électriques branchés. Si vous êtes à l'extérieur et qu'il n'a pas d'abri à proximité, la meilleure position est de s'accroupir, les pieds joints et de se couvrir la tête. Ne vous allongez jamais sur le sol, car cela augmente la surface de contact avec le courant de terre. Les systèmes de détection de la foudre moderne sont cruciaux pour la sécurité. Ces systèmes utilisent des capteurs pour détecter les décharges électriques et peuvent alerter les personnes sur la proximité d'un orage. Ils sont utilisés dans les aéroports, les terrains de sport, les parcs et dans les opérations militaires. La recherche scientifique continue d'approfondir notre compréhension de la foudre. Des satellites avancés tels que le Geostationary Lightning Mapper à bord des satellites GOES-R de la NOAA surveillent l'activité de la foudre dans de vastes zones en temps réel. Ces données sont vitales pour la prévision météorologique, la sécurité de l'aviation et la recherche climatique. La foudre joue également un rôle inattendu dans la chimie atmosphérique. L'énergie intense de la foudre divise les molécules d'azote et d'oxygène dans l'atmosphère. Ces atomes réagissent pour former des oxydes d'azote. Les oxydes d'azote, à leur tour, sont cruciaux pour la formation d'ozone dans la troposphère et pour la production de nitrates dans le sol. Les nitrates sont des engrais naturels essentiels à la croissance des plantes. Ainsi, la foudre contribue au cycle de l'azote, un processus fondamental pour la vie sur Terre. Un autre phénomène associé à la foudre, bien que moins commun et plus énigmatique, est la foudre globulaire ou boule de feu. Elle est décrite comme une sphère lumineuse flottante qui peut durer plusieurs secondes et se déplacer erratiquement. Bien que son existence ait été signalée par de nombreux témoins, son mécanisme de formation et sa composition exacte font encore l'objet de débats scientifiques. Certains scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir de plasma de silicium vaporisé du sol, tandis que d'autres proposent des explications électrochimiques complexes. Quels autres phénomènes transitoires lumineux liés aux orages existent outre les éclairs conventionnels et les boules de feu? Outre les éclairs traditionnels, il existe des phénomènes lumineux transitoires de haute atmosphère qui se produisent bien au-dessus des nuages d'orage. Ceux-ci incluent les lutins rouges ou sprites. Les lutins rouges sont des éclairs de lumière rouge de courte durée qui apparaissent au-dessus des orages intenses, atteignant des hauteurs de 50 à 90 km. Ils se forment en réponse à la libération de grandes quantités de charges positives de la partie supérieure du nuage. Ce ne sont pas des éclairs conventionnels, mais une forme de décharge électrique à grande échelle dans la stratosphère et la mésosphère. Les ELF ou ELVEs sont des anneaux lumineux de très courte durée et de grand diamètre qui apparaissent à environ 100 km d'altitude. Ils sont causés par une impulsion électromagnétique émise lors d'un éclair intense, excitant les molécules d'azote dans l'ionosphère. Les jets bleus ou blue jets sont des cônes de lumière bleue qui se projettent vers le haut depuis le sommet du nuage. Ils s'élèvent à des vitesses d'environ 100 km par seconde, atteignant des altitudes de 40 à 50 km. Bien que moins communs et difficiles à observer, ces phénomènes démontrent la complexité et la portée des interactions électriques dans l'atmosphère. Comprendre ces phénomènes est vital pour comprendre l'atmosphère supérieure et son couplage avec les orages. La recherche sur la physique de la foudre a conduit au développement de technologies de protection avancées et à une meilleure préparation face aux événements extrêmes. En 2016, un orage sans précédent dans la région de Brandebourg a entraîné la chute de 77 éclairs en une seule minute, un événement extraordinaire. En 2020, un éclair dans le centre de la Floride, aux États-Unis, a été enregistré avec une longueur de 768 km, établissant un nouveau record mondial. Cet éclair incroyablement long s'étendait du golfe du Mexique à l'océan Atlantique au-dessus de l'État. Un éclair d'une durée de 17,1 de seconde a également été enregistré dans le nord de l'Argentine la même année 2020. Les deux records ont été confirmés par l'Organisation météorologique mondiale. Ces données nous montrent l'échelle gigantesque que peuvent atteindre ces décharges électriques. Malgré tous nos progrès scientifiques, la foudre reste un rappel humiliant de la puissance immense de la nature. Son étude ne vise pas seulement à nous protéger, mais aussi à percer les mystères que recèle encore notre propre planète. Nous invitons tous nos explorateurs à s'abonner à la chaîne. Aimez cette vidéo si vous l'avez trouvée fascinante. Laissez vos commentaires et vos questions sur la foudre. Et n'oubliez pas de partager ces connaissances avec d'autres curieux.